Merci infiniment, Pierre, et merci de cette présentation si généreuse qui ajoute encore à ma gratitude pour cette invitation que j'adresse avant tout aux organisateurs de ce colloque, à Marc Fumaroli et Antoine Compagnon, qui, grâce à ce colloque, à la fois permettent à la République des Lettres d'affronter son plus grand défi et nous permettent aussi, face à ce défi renouvelé de la guerre, de refaire appel à la République des Lettres, ce qui me semble en réalité absolument fondamental, y compris pour nous aujourd'hui, en poussant précisément depuis plusieurs siècles d'histoire profonde, depuis une histoire longue au fond, la question jusqu'au moment présent. Et je suis très heureux avec d'autres aujourd'hui, Benoît Chantre qui vient de parler, Stéphane Audouin-Rousseau, que je remercie d'avoir accepté d'intervertir aussi l'exposé, de pousser donc cette question jusqu'au XXe siècle et même jusqu'au moment présent, en effet. Donc j'essaierai de dire un mot. Une chose paraît s'imposer aujourd'hui pour traiter du rapport entre guerre et philosophie au XXe siècle, qui est l'objet le plus large de cet exposé pourtant bref, que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Une chose paraît s'imposer donc pour traiter du rapport entre guerre et philosophie au XXe siècle, c'est de partir d'un épisode crucial qui eut lieu dans cette période étrange que l'on appelle avec raison, rétrospectivement, mais aussi tragiquement, d'une certaine façon, l'entre-deux-guerres. Mais si je dois partir aujourd'hui de cet épisode qui eut lieu dans l'entre-deux-guerres, ce n'est pas seulement pour la raison que l'on pourrait croire. Ce n'est pas seulement, en effet, parce que ces deux guerres mondiales, la première guerre, donc de 14-18, et la deuxième, 20 ans plus tard, ce n'est pas seulement parce que chacune de ces deux guerres fut en effet une épreuve extrême, non seulement pour les hommes et pour l'histoire, mais pour la pensée et pour la philosophie en général. S'il faut partir de cet épisode de l'entre-deux-guerres, ce n'est pas seulement par une symétrie entre ces deux guerres, mais aussi et peut-être surtout pour comprendre en quoi ces deux guerres furent aussi des épreuves différentes, voire opposées dans leur signification, en tout cas différentes dans leur signification, et peut-être opposées, pour une philosophie qui elle-même n'est pas restée indemne ou intacte entre ces deux guerres, qui elle-même s'est transformée entre-temps, entre ces deux moments. Tout se passe en effet comme si la différence qui se creuse, ou l'enjeu qui s'aggrave aussi, pourrait-on dire, entre ces deux guerres, se traduisait aussi dans la philosophie, entre ces deux époques, comme si la relation entre guerre et philosophie, ou entre la philosophie et la guerre, n'était pas seulement une épreuve de vérité extrême, immuable, intemporelle en quelque sorte, mais aussi un révélateur mutuel de transformations historiques, révélateur de transformations historiques dans l'histoire, par la philosophie, mais aussi révélateur de transformations dans la pensée et dans la philosophie, par l'épreuve de l'histoire. C'est pour faire saisir non seulement cette communauté d'enjeux entre les deux guerres, mais aussi cette différence profonde, ce basculement qui définit peut-être encore aujourd'hui notre condition, comme entre les deux pôles, comme dans la tenaille de ces deux guerres, que je voudrais donc repartir pour commencer d'un épisode central dans cette période centrale. Un épisode qui certes pourrait sembler mineur, concerner seulement une querelle de philosophes, mais dont je vais essayer de montrer pour commencer qu'il repose ou qu'il contient justement un enjeu central dans une période centrale. Je situerai cet épisode initial dont je voudrais finalement repartir aujourd'hui entre deux dates et entre deux livres, entre 1929 donc et 1932, et dans un décalage rétroactif, là aussi, entre ces deux dates. Je partirai donc de la seconde, car en 1932, donc, lorsque Bergson publie son dernier grand livre, Les deux sources de la morale et de la religion, où la guerre occupe une place centrale, en 1932, donc, on peut dire, en raison de l'autre date que je vais préciser dans un instant, on peut dire, curieusement, qu'il est déjà trop tard, que le mal, en quelque sorte, est fait,
que le tournant du siècle, le tournant philosophique et politique du siècle, a eu lieu, et que ce tournant a tourné justement autour de la guerre, autour de la relation entre la philosophie et la guerre. Pourtant, dire qu'il est trop tard semble déjà paradoxal. Dire que la relation de ce livre, de 1932, à la guerre est tardive, voire anachronique, peut avoir quelque chose de surprenant. De fait, la guerre, la question de la guerre, et même, j'en dirais simplement un mot par allusion de la différence déjà entre les deux guerres, ou de l'enjeu de l'entre-deux-guerres, la guerre est bien au cœur de ce livre, les deux sources de la morale et de la religion, comme si les deux guerres étaient au cœur déjà des deux sources. Plus encore, la guerre n'est pas présente seulement dans ce livre, les deux sources de la morale et de la religion, seulement comme une menace ou comme une présence. Ce spectre de la guerre, dont Bergson décrit l'irruption en août 1914, dans son bureau comme une présence familière. La guerre était là, le jour de la déclaration de 1914. La guerre est aussi présente dans ce livre, et c'est son enjeu essentiel en réalité, comme un critère, non seulement comme une menace, mais comme un critère, et même comme un critère moral. La guerre est en effet ce qui révèle brutalement, selon Bergson, au cœur du premier chapitre de ce livre, la vérité de la morale et d'ailleurs de la religion habituelle, de la religion sociale en fond normale, pourrait-on dire, ordinaire, naturelle, morale dont on s'aperçoit à cause de la guerre, à travers la guerre, qu'elle ne vaut en fait que pour les uns contre les autres, qu'elle est en fait toujours, cette morale naturelle, la morale close d'une société close. Je cite ce passage crucial, évidemment, au cœur du premier chapitre des deux sources de la morale et de la religion. Quand nous posons, écrit Bergson, que le devoir de respecter autrui, en fait je fais des coupures dans la citation que je ne peux pas faire apparaître à l'oral, mais je concentre des enjeux d'une phrase assez longue. Quand nous posons, donc, écrit Bergson, que le devoir de respecter autrui est une exigence fondamentale de la vie sociale, de quelle société parlons-nous ? Pour répondre, ajoute-t-il, il suffit de considérer ce qui se passe en temps de guerre. Car en temps de guerre, la morale ne vaut justement que pour les uns contre les autres, que pour nous et non pas pour eux. C'est d'abord contre tous les autres hommes, ajoute Bergson un peu plus loin dans le même paragraphe, c'est d'abord contre tous les autres hommes, qu'on aime les hommes avec lesquels on vit. La guerre révèle donc la vérité de la morale sociale naturelle, qui est la vérité de la clôture. Mais elle révèle aussi, à travers cette première morale, le besoin d'une autre morale, et même un appel à une autre morale. D'une certaine façon, d'ailleurs, la critique de la morale close n'est possible que si l'on en parle depuis l'exigence d'une autre morale et aussi d'une autre religion, d'une morale ouverte et d'une religion qui se définira comme elle par un critère moral, par ce critère de la non-clôture, de la non-fermeture, et donc aussi de la visée au moins de l'abolition de la guerre. La guerre reste donc un critère jusque dans les religions, jusque dans chaque religion. Et je cite aussi un passage non moins important ici du 3e chapitre de ce livre. Le contraste est frappant, écrit Bergson, dans bien des cas. Par exemple, quand des nations en guerre affirment l'une et l'autre avoir pour elles un Dieu qui se trouve être ainsi le Dieu national du paganisme, alors que le Dieu dont elles s'imaginent parler est un Dieu commun à tous les hommes, dont la seule vision par tous serait l'abolition immédiate de la guerre. Ainsi, Bergson trouve-t-il enfin, en 1932, dans la guerre, l'épreuve de vérité pour la morale, la religion et la philosophie. La guerre, à travers la philosophie qui le dégage comme tel, même s'il est présent dans la morale comme tel, de manière immanente, la guerre est un critère moral pour la philosophie. Et la philosophie a donc, enfin, en 1932, au terme de son œuvre et de sa vie, dans la pensée en tout cas de Bergson, la philosophie a un moyen, comme le disait une dizaine d'années plus tôt le contemporain de Bergson dont je vais parler dans un instant,
À l'un, donc, la philosophie a un moyen, enfin, en 1932, dans la pensée de Bergson, de juger la guerre. Et même, à travers la guerre, de juger les doctrines morales, religieuses, philosophiques et politiques. Pourtant, malgré cette force extrême de cette pensée de la guerre, dans ce livre, peut-être, en effet, était-il déjà trop tard. Et trop tard pour plusieurs raisons. Non seulement la guerre, comme dira un autre philosophe que je citerai dans un instant, avait en effet eu lieu et aura de nouveau lieu. Et Bergson l'anticipe, puisque à travers la clôture, toute guerre est virtuellement une guerre d'extermination, toute guerre est une guerre d'un nous contre un eux. Non seulement la guerre avait eu lieu, mais non seulement aussi Bergson s'y était lui-même engagé, sinon compromis, dans des discours que l'on appelle aujourd'hui les discours de guerre, précisément de Bergson, mais un philosophe, une critique philosophique, une polémique philosophique s'était déjà emparé de cette question pour la lui reprocher à l'avance, entérinant à l'avance, avant même que Bergson ait pu formuler sa morale, lui refusant à l'avance le droit de la formuler en quelque sorte, refusant à l'avance à la philosophie, qui ne l'avait pas encore fait dans le cas de Bergson, le droit de juger la guerre. C'est bien plus tôt, au cœur du siècle, dans cette entre-deux-guerres, ce sera bien plus tôt, non pas à la philosophie de juger la guerre, mais plutôt à la guerre, comme épreuve ultime et indépassable, de juger les philosophes et la philosophie elle-même. Ce philosophe qui avait anticipé, en quelque sorte, et miné le terrain sur lequel Bergson allait intervenir 3 ans plus tard, ce philosophe qui avait porté la guerre dans la philosophie et non pas soumis la guerre à la philosophie, ce philosophe qu'il faut citer ici, c'est Georges Politzer, dont le pamphlet contre Bergson, en 1929, la fin d'une parade philosophique, le bergsonisme, tire toute sa force et sa violence aussi, et son effet politique au XXe siècle, de clore 3 chapitres de polémique théorique, métaphysique, philosophique d'ailleurs, avec leur grande importance philosophique, par un 4e chapitre, une 4e partie, entièrement tournée contre les discours de guerre de Bergson pendant la Première Guerre mondiale, entièrement tournée contre les actions politiques du philosophe pendant la guerre. Politzer écrit ainsi, d'une formule qu'il souligne et qu'il développe ensuite, d'ailleurs d'une façon très, très violente, dans ce pamphlet dont la rhétorique fait partie des rhétoriques les plus lourdes et les plus fortes de ce moment. « Monsieur Bergson a marché », écrit ainsi Politzer. « Monsieur Bergson a marché », cela veut dire qu'il est à la fois entré dans un piège et il y est entré en défilant finalement peut-être militairement. « Monsieur Bergson a marché ». Et Politzer poursuit un peu plus loin, portant ainsi le fer de la guerre dans la pensée philosophique, qu'il ne quittera plus d'une certaine façon dans le siècle, le fer aussi de la critique politique radicale. Je cite, « Le rôle qui fut très spécialement attribué à ce philosophe de la profondeur et de la subtilité, il met ces mots entre guillemets, fut de transposer en termes de concret et de vie l'opium de la Grande Guerre, l'opium de la Grande Guerre. Le plus grand philosophe depuis Descartes, c'était l'épithète héroïque de Bergson dans le moment 1900, finalement. Le plus grand philosophe depuis Descartes était chargé de bénir, au nom du concret et de la vie, les élucubrations des rédacteurs du ministère de la guerre, de l'intérieur et des affaires étrangères. Il ne faut pas s'y tromper. Dans ce pamphlet de 1929, il ne faut pas voir seulement une rhétorique politique, la rhétorique de quelqu'un qui allait bientôt s'engager dans le Parti communiste et abandonner la philosophie pour l'action politique et la résistance d'ailleurs plus tard. Il ne faut pas y voir seulement donc une rhétorique politique contre une autre. Un pamphlet marxiste profondément violent et délibérément violent et abusif contre des discours nationalistes qui avaient eu leur part de violence, d'abus et de compromis de la part de Bergson lui-même, comme de tant d'autres d'intellectuels et de philosophes européens pendant la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit pas seulement de cette rhétorique contre une autre, même si c'est aussi de cela qu'il s'agit dans ce tournant des années 30. Il s'agit en réalité d'un basculement plus profond,
d'un basculement qui engage le rapport de la philosophie et de la guerre. Car même si Bergson avait engagé en effet sa philosophie dans la Première Guerre mondiale, avait pris le risque de mobiliser sa philosophie, et aussi son poids institutionnel personnel, les académies dont il faisait partie, et son prestige personnel. Même si Bergson donc, avait engagé sa philosophie au service de la guerre, il avait consacré ensuite, après la fin de la Première Guerre mondiale, les 15 années finalement qui séparent 1918 de 1932, à peu près 15 années, et qu'il lui a fallu pour théoriser sa pensée de la guerre dans les deux sources de la morale et de la religion, il avait consacré ces 15 années à renverser ce rapport à la guerre, non seulement dans la philosophie, mais dans la pratique, rejoignant les arts de la paix, la diplomatie intellectuelle qui est au cœur du présent colloque, en étant en particulier nommé par la Société des Nations pour présider la commission internationale de coopération intellectuelle qu'il avait permis d'installer à Paris, où elle siège toujours sous le nom d'UNESCO. Finalement, Bergson avait donc pris un risque pendant la guerre, qui était pourtant pour lui encore de penser la guerre à travers la philosophie, même si c'était une philosophie qui s'engageait dans la guerre, risque qu'il avait transfiguré ensuite du mieux qu'il pouvait finalement, jusqu'au coup de théâtre des deux sources de la morale et de la religion, qui montrait que pour lui, ça n'était pas à la philosophie d'être soumise à l'épreuve de la guerre, mais bien l'inverse, et finalement à la guerre d'être soumise à l'épreuve de la philosophie. Mais ce que lui reproche Politzer, ce n'est pas seulement une action personnelle, ce n'est pas seulement une compromission éventuelle en tant qu'individu dans l'épreuve de la Première Guerre mondiale. Ce que Politzer lui rapproche, c'est ce rapport théorique entre la guerre et la philosophie. Pour Politzer, comme pour Nizan 3 ans plus tard, là aussi en 1932, dans Les Chiens de garde, la philosophie n'est pas à l'extérieur de l'histoire. La philosophie ne juge pas la guerre, elle est partie prenante. Elle est mystifiante quand elle prétend se tenir à l'écart de l'histoire. Elle est une actrice de l'histoire, une actrice de la guerre. La philosophie n'est plus au-dessus, mais dans la guerre. Et la critique que Politzer adresse n'est pas seulement une critique adressée à tel ou tel philosophe, mais à la philosophie comme telle, quand elle prétend se tenir, précisément, dans une posture de jugement au-dessus de l'histoire. Dans le tournant des années 30, dans ces pamphlets très violents qui font contraste avec un acte de résistance intellectuelle inverse, d'ailleurs beaucoup plus proche de Bergson qu'on ne croit, qui est celui de Julien Benda, dans La trahison des clercs, qui persiste au contraire à dire la philosophie doit être au-dessus de l'histoire. Ces pamphlets inversés de Nizan et de Politzer attestent au contraire, et ici je rejoindrai le diagnostic dans un instant de Benoît, il y a dans l'exposé qu'on vient d'entendre, atteste au contraire, à travers aussi la présence, l'introduction de Hegel dans la pensée française dans ces mêmes années 30, que désormais, c'est la guerre qui définit la philosophie, l'épreuve de la lutte qui définit la philosophie, et non pas la philosophie qui définit le sens de la guerre. Tel est le basculement de ce moment crucial dans l'entre-deux-guerres. On confirmera ce changement si profond. Avant d'en tirer des conséquences pour aujourd'hui en guise de conclusion, je tenterai de confirmer ce changement si profond qui apparaît dans la tension entre Bergson et Politzer à travers une autre confrontation, peut-être plus révélatrice encore, s'il se peut. Une confrontation, cette fois, entre deux grands textes philosophiques d'après-guerre, peut-être les deux plus grands textes philosophiques d'après les deux plus grandes guerres du siècle. Ces deux grands textes philosophiques, très célèbres, peut-être deux des plus grands textes philosophiques en France sur la guerre au XXe siècle, ce sont les deux textes suivants, Mars ou La guerre jugée, bien entendu, d'Alain, son chef-d'œuvre sans doute, à mes yeux, en 1921, mais en réalité commencé, comme tant d'autres grands livres, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Dès 1916, Alain, faisant de son pseudonyme son identité définitive, médite ses considérations sur la guerre qui aboutiront à Mars ou La guerre jugée, qui donne en effet une partie de son titre à mon exposé. Mars ou La guerre jugée, donc d'un côté, qui tire les leçons de la Première Guerre mondiale et auquel il faut opposer par contraste, 24 ans plus tard, l'article fondamental intitulé « La guerre a eu lieu », publié cette fois par Maurice Merleau-Ponty en 1945
dans le premier numéro des Temps modernes, et qui fait écho très précisément au texte d'Alain. La guerre a eu lieu, texte qu'on a trop souvent considéré comme secondaire, et dont Claude Lefort, par un coup de force qu'il faut méditer, qui n'a pas été assez commenté, je pense, donc Claude Lefort, par un coup de force révélateur, a fait le premier texte en tête du récent volume des œuvres de Merleau-Ponty dans le volume quarto des éditions Gallimard. Claude Lefort n'a pas mis la phénoménologie de la perception, ni même les autres textes qui, dans le recueil constitué par Merleau-Ponty sous le titre « Sens et non-sens » précédaient « La guerre a eu lieu », mais il a pris « La guerre a eu lieu » comme premier texte de l'œuvre philosophique de Merleau-Ponty. Or, ici aussi, le contraste est extrême, et je vais me contenter de le concentrer. Pour Alain, en effet, le titre le dit bien, Mars, le dieu de la guerre, la puissance imaginaire qui nous conduit à nous battre, toujours, le dieu suscité par notre imagination, doit être jugé. Pour Alain, non seulement l'esprit peut et doit juger la guerre, mais la guerre, en réalité, a toujours lieu par et dans l'esprit. La guerre est un effet de l'esprit, d'une défaite de l'esprit. La guerre, dit Alain d'une phrase extrêmement forte, en effet, qui peut résumer tout ce moment de pensée, la guerre n'est guère que par l'esprit qui consent. Autrement dit, c'est toujours une défaite de la raison, du jugement, face aux passions, à l'imagination et aux cérémonies guerrières qui suscitent la guerre elle-même. Dès lors, non seulement on peut et on doit critiquer la guerre, mais cette critique intellectuelle, radicale au sens du radicalisme, dont Alain fut bientôt l'un des maîtres politiques, cette critique de la guerre, dans l'esprit, qui mène la guerre dans l'esprit, peut la défaire dans le monde. Il suffit, en un sens selon Alain, de critiquer la guerre dans l'esprit pour la faire disparaître dans le monde. Mais inversement, il ne faut pas non plus simplifier le pacifisme d'Alain. Le pacifisme, l'opposition à la guerre dans le monde, a pour condition de mener la guerre dans l'esprit, de mener le combat contre les passions, l'imagination et le pouvoir, les passions, l'imagination et le pouvoir, dans l'esprit. Le pacifisme dans le monde a pour contrepartie le bellicisme dans la pensée. Le combat, en tout cas, dans la pensée. Il reste que le pacifisme dans le monde a aussi pour présupposer l'idée que ce combat peut être mené et qu'il suffit de juger la guerre pour la faire disparaître. Mars s'évanouira sous les feux de la raison critique. Pour Merleau-Ponty, en 1945, au fond, prenant les leçons aussi du Polysère, de Nizan et de tant d'autres, avec des nuances sur lesquelles je vais évidemment revenir, pour Merleau-Ponty, en 1945, tout cela n'est plus possible. Dans La guerre a eu lieu, texte en effet fondamental, comme Claude Lefort l'a implicitement souligné, dans La guerre a eu lieu, Merleau-Ponty ne soutient pas seulement contre ses maîtres spiritualistes, Bergson, Brunswick, Alain, que, je cite, « Nous avons appris l'histoire et nous prétendons qu'il ne faut pas l'oublier ». Plus encore, Merleau-Ponty ne montre pas seulement comment, sous l'occupation en France, l'histoire et la guerre sont entrées dans les esprits, ont tout envahi. Il montre aussi et surtout que la guerre est devenue, contre Alain, et prenant aussi la mesure de Hegel, la loi de l'esprit. Le problème du consentement s'est d'ailleurs inversé, et je me contenterai d'une citation qui fait le lien avec la citation d'Alain. Vous vous souvenez qu'Alain disait « La guerre n'est guère que par l'esprit qui consent ». Merleau-Ponty, lui, cite Lénine. Lénine disait, dit Merleau-Ponty dans « La guerre a eu lieu », Lénine disait « Il faut consentir à tout ». Ou plutôt, la citation exacte de Merleau-Ponty, c'est la suivante. « Il faut savoir consentir à tout », disait Lénine. Autrement dit, les moyens de la guerre sont désormais quelque chose dont on ne peut plus faire abstraction. La philosophie ne peut plus distinguer les moyens et les fins, la guerre et la vérité. Le débat, en vérité, avait été ouvert sur la scène française par l'intervention décisive de Kojève dans les années 30, interprétant la lutte à mort de Hegel, et ici on retrouve donc des thèmes qui ont été évoqués, comme la vérité de l'esprit lui-même. Il n'y a dès lors plus d'issue hors de la guerre. Et ce n'est pas seulement la Deuxième Guerre mondiale qui va aggraver la Première, avec tout ce qui s'y est déroulé de plus. C'est la signification même de la guerre qui se métamorphose pour la philosophie et qui révèle une métamorphose de la philosophie elle-même, d'un moment philosophique à l'autre, du moment de l'esprit, où l'esprit, quoique divisé, peut encore dominer ses passions et la guerre elle-même, au moment de l'existence, mais aussi de l'histoire, de la dialectique, et
d'une philosophie qui n'est plus qu'un des termes de l'histoire parmi d'autres. Il faut enregistrer la puissance de cette secousse, la violence de cet ébranlement. Mais peut-on finalement s'en tenir là ? Et j'en viens à quelques remarques qui m'amènent vers la conclusion. Mais peut-on finalement s'en tenir là ? Un signe doit nous alerter. C'est que Merleau-Ponty lui-même, s'il insiste sur le fait qu'il ne faut plus renoncer à l'histoire, qu'on ne peut plus oublier l'histoire, nous prétendons qu'il ne faut pas l'oublier, Merleau-Ponty ne veut pas non plus renoncer aux principes qui peuvent encore juger l'histoire. Par un dernier retournement dans le texte admirable de La guerre a eu lieu, retournement qui annonce toutes les querelles de la guerre froide, où Merleau-Ponty ne sera pas d'ailleurs sans se compromettre lui aussi en partie, Merleau-Ponty écrit cette phrase décisive : « Nous ne renonçons pas à l'humanisme. » Nous ne renonçons pas à l'humanisme. On est en 1945, Sartre n'a pas encore écrit « L'existentialisme est un humanisme », Merleau-Ponty n'a pas encore rassemblé ses propres articles dans « Humanisme et terreur », qui est un des textes clés, évidemment, de la guerre froide en politique. Qu'est-ce à dire ? Nous ne renonçons pas à l'humanisme. Cela définit, je crois, notre condition. Nous ne pouvons plus prétendre oublier l'histoire, mais il ne faut pas pour autant renoncer aux principes. Et finalement, nous sommes pris aujourd'hui, ce sera ma conclusion dans un bref instant, après une ou deux dernières remarques, nous sommes pris aujourd'hui en ces deux exigences qui n'ont rien de contradictoire, ou plutôt aussi qui sont contradictoires, mais qui sont notre contradiction, que nous devons assumer et d'une certaine façon maintenir et pour pouvoir la dépasser. Tout se passe aujourd'hui finalement comme si nous n'avions plus le choix, en effet. Ce sera le sens de ce dernier temps de conclusion de mon exposé. Comme si nous devions finalement tenir les deux bouts aujourd'hui. Comme si d'un côté, en effet, la guerre, l'histoire, la politique, avec ce qu'elles ont d'extrême, ne cessaient de juger la philosophie, c'est-à-dire de la mettre à l'épreuve, de l'empêcher de se dérober, de l'éviter et aussi de s'en absenter, de s'y compromettre ou de s'y trahir. Le XXe siècle, de la Première à la Deuxième Guerre mondiale et au-delà, n'a cessé de répéter, d'aggraver, de nous faire revivre cette épreuve extrême, des événements extrêmes, la guerre, mais aussi l'extermination et les génocides, et tout récemment encore dans des pays africains ou au moins à titre de menace dans des pays européens même. La guerre est donc bien une épreuve pour la philosophie qui doit continuer à la penser et même à y prendre part, c'est-à-dire à entrer sur cette scène. La philosophie n'est pas une activité désincarnée et purement théorique. Non seulement certains de ces arguments peuvent servir au pire, mais certains de ces arguments doivent entrer dans ces combats aujourd'hui encore. Elle est, comme dirait Merleau-Ponty, partie prenante. Mais d'un autre côté, la guerre ou le refus de la guerre reste un critère pour cette philosophie qui y entre pourtant, qui y voit non seulement une défaite, mais un principe. Un autre philosophe fait écho en 1961 au Bergson de 1932 d'une manière inattendue pour voir dans la guerre à la fois la menace fondamentale, mais aussi le critère ultime de la pensée philosophique. Cet autre philosophe, c'est Lévinas, dans l'ouverture solennelle de Totalité et Infini, où nous risquons, dit-il, la guerre nous pose la question de savoir si nous ne sommes pas dupes de la morale. Je cite cette ouverture de Totalité et Infini. La guerre ne se range pas seulement, écrit Lévinas, comme la plus grande parmi les épreuves dont vit la morale, elle la rend dérisoire. La guerre, c'est le même diagnostic Bergson, risque de rendre la morale dérisoire. En réalité, elle ne rend pas la morale dérisoire, elle rend une morale dérisoire et en appelle à une autre morale. Comme Bergson, autrement que Bergson, mais de façon si proche, Lévinas en effet trouve dans la guerre un critère contre la morale close de la totalité d'un côté, infini de l'autre, qui devient pour lui la morale de la philosophie. Hegel, le penseur du système, qui nous conduit nécessairement à la guerre. Il faut entrer dans la morale ouverte de la transcendance ou de l'infini. Ce n'est pas la même, mais c'est le même geste que celui du clos et de l'ouvert, totalité et infini. On peut s'interroger sur la pertinence de cette double solution. Est-ce par une ouverture ou par un infini que nous nous opposerons à la clôture, à la totalité ou à la guerre? Le diagnostic même contre la philosophie est-il si profondément justifié qu'il faille abandonner la philosophie? Ce n'est pas le lieu pour moi de critiquer cette solution précise, mais seulement de mesurer la profondeur du diagnostic. Et pour conclure, je dirais donc, comme je viens de l'esquisser déjà, je dirais donc que
aujourd'hui comme hier et à travers les leçons du XXe siècle, de ces deux guerres qui, d'une certaine façon, ont donc eu cette double portée contradictoire, d'être un problème pour la philosophie, crise de l'esprit, disait Paul Valéry, crise de la pensée, crise de la philosophie, disait Husserl, ou bien jugement, qui doit le juger, comme le pensait Alain, de ces deux guerres dont l'une a poussé la philosophie en crise à la juger, et dont l'autre a même poussé la philosophie dans la crise, comme une actrice, au fond. Entre ces deux guerres, entre ces deux tensions, nous n'en sommes pas sortis, finalement. Et pour conclure, donc, je crois que l'on devrait dire ceci, continuer de tenir les deux bouts, admettre que la philosophie est prise dans les conflits, dans les guerres les plus profondes, menacée par elles, mais qu'elle en surgit aussi, permettant d'y trouver un critère, permettant encore aujourd'hui d'y résister, au moins par une critique et par un refus. Dès lors, ce n'est pas seulement la philosophie qui serait au-delà de la guerre pour la juger, qui serait prise dans la guerre pour y être jugée, mais c'est l'opposition de ces deux points de vue, c'est la tension entre ces deux points de vue, entre une philosophie qui, en effet, comme disait Peggy, doit combattre, qui au moins se sera battue, et une philosophie qui, en même temps, pense et juge le combat, y trouve des critères moraux, politiques et historiques ultimes que se joue encore aujourd'hui notre moment présent.